Nos vies deviennent de plus en plus numériques et avec l'utilisation croissante d'Internet, nos données personnelles sont de plus en plus exposées et exploitées. Tout ce que l'on écrit ou transfère peut être tracé et utilisé à des fins de surveillance. Dès lors, notre vie privée, notre sécurité et notre liberté d'expression sont compromises, même si l'on n'a rien à cacher. Vers la fin du XXe siècle, un mouvement idéologique libertarien s'est développé, celui des cyberpunks. Pour les cyberpunks, la liberté d'expression n'est pas négociable. Il ne faut pas attendre que les gouvernements ou les entreprises accordent les moyens de préserver notre vie privée. Pour garder sa liberté, il faut alors garder son anonymat. Et pour s'assurer de son anonymat, il faut pouvoir crypter ses données. En 2008, un cyberpunk sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto publie un document expliquant le fonctionnement d'une nouvelle monnaie d'échange, le Bitcoin. L'ambition est énorme, créer une nouvelle monnaie numérique transparente et fiable pour contourner le système bancaire et monétaire actuel. La position du créateur et des développeurs du Bitcoin est ouvertement anti-système. Il critique régulièrement les acteurs de la finance traditionnelle, gouvernements, banques centrales et banques commerciales qui sont responsables de la crise de 2008. Pour eux, la monnaie ne peut pas être confiée aux États et aux banques centrales car ils seront toujours tentés de la manipuler à des fins politiques. Avec une technologie comme le Bitcoin qui permet de faire une transaction entre deux personnes sans intermédiaire et qui inscrit chaque transaction sur un registre commun accessible à tous, les flux financiers deviennent clairs et transparents. Le succès de Bitcoin est tel que rares sont ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Et vous vous êtes sûrement déjà dit que vous auriez dû investir dans Bitcoin il y a des années. Vous seriez alors riche aujourd'hui sans avoir besoin de travailler pour le reste de votre vie. Pourtant, quand on regarde l'histoire de Bitcoin, son succès était loin d'être certain. Je m'appelle le Loup des Ardennes et dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Bitcoin. L'idée du Bitcoin est publiée en 2008 par un pseudonyme, Satoshi Nakamoto, dont on ne connaît toujours pas aujourd'hui la véritable identité. On ne sait pas s'il s'agit d'une personne ou d'un groupe de personnes. Sous ce pseudonyme se cache un geek, un génie de l'informatique qui est très prudent et qui crypte chacune de ses communications, ce qui le rend intraçable. En 2009, Satoshi Nakamoto publie le code source du Bitcoin sur le forum P2P Foundation, une organisation qui étudie l'impact de la technologie sur la société. Il crée en parallèle un forum de discussion, un site internet, pour échanger et discuter avec d'autres personnes de manière publique. Ce site est encore accessible et il s'appelle Bitcoin Talk. Le fait de rendre public ces différentes recherches autour du projet Bitcoin va susciter l'intérêt de développeurs indépendants, qui vont alors rejoindre le projet. L'un des premiers contributeurs est l'américain Hal Finney, un développeur et cryptographe reconnu qui sera la première personne à avoir reçu une transaction en Bitcoin de la part de Satoshi Nakamoto. Malgré les différentes interactions par message avec les autres développeurs, Satoshi reste prudent et son identité reste secrète. Les seules informations que nous avons à son sujet, ce sont tous les messages échangés avec les développeurs en privé, les posts partagés en public sur le forum Bitcoin Talk et la façon dont il a écrit et commenté le code du Bitcoin. Grâce à ces différentes informations, nous savons qu'il parle régulièrement anglais et qu'il utilise des expressions issues de l'anglais britannique, ce qui laisse penser qu'il est originaire du Commonwealth. En bref, nous pouvons faire des déductions et extrapoler certaines informations, mais il reste impossible de connaître précisément sa véritable identité. En 2009, il n'y a qu'une poignée d'initiés qui utilisent le Bitcoin, des spécialistes qui ont des compétences informatiques et cryptographiques. Tout le monde ne peut donc pas encore l'utiliser et il y a très peu d'échanges. Pourtant, on essayait déjà d'en mesurer sa valeur. L'un des premiers sites qui essaye d'évaluer sa valeur de marché estimait qu'un dollar valait environ 1500 bitcoins. Il faut attendre peu de temps pour voir émerger les premières plateformes d'échange de bitcoin, MTGOX ou encore bitcoinmarket.com. L'arrivée de ces plateformes permet à des personnes qui ne sont pas des spécialistes d'échanger des bitcoins, ce qui permet d'avoir une meilleure estimation de sa valeur dans le temps. Cette année-là, un utilisateur achète de manière symbolique 2 pizzas pour la somme de 10 000 bitcoins sur le forum Bitcoin Talk. Cet événement est considéré comme la première transaction où l'on a échangé des bitcoins contre un bien ou un service. L'utilisation de cette monnaie numérique commence alors peu à peu à se développer et un événement marquant va alors se produire. En 2010, Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, une organisation non gouvernementale, met à disposition plusieurs millions de documents confidentiels de l'armée américaine en Irak. Cette fuite de données
très relayé par les médias, met à mal l'armée américaine. Julian Assange est alors placé sur la liste des personnes les plus recherchées par Interpol, considéré comme un individu dangereux au niveau international. Parallèlement, sous la pression des différents gouvernements, un blocus financier est mis en place pour paralyser les revenus de Wikileaks. Les principales entreprises de paiement électronique comme Visa, Mastercard ou encore PayPal bloquent toutes les transactions financières de Wikileaks. Le constat est clair, on ne peut pas attaquer frontalement les secrets et les intérêts des États sans en subir les conséquences. Wikileaks va alors faire un mouvement inattendu, l'entreprise va utiliser le Bitcoin pour accepter des dons et contourner l'embargo financier des Américains. Ce coup de projecteur est énorme pour le Bitcoin, qui est encore à un stade prématuré de développement. Cela inquiète énormément Satoshi Nakamoto, qui écrit alors sur son forum « Il aurait été agréable d'obtenir cette attention dans un autre contexte. Wikileaks a donné un coup de pied dans le nid de frelon et les saints se dirigent vers nous. » À cet instant, la CIA est probablement déjà en train de traquer le créateur et les développeurs du Bitcoin. Satoshi ajoute le lendemain son dernier message disponible sur son forum qu'il est possible que le Bitcoin ne résiste pas à une attaque gouvernementale. Dès lors, il ne publiera plus jamais de messages sur le forum Bitcoin Talk et se retire du projet. Les hypothèses sont nombreuses, mais on pense aujourd'hui que Satoshi aurait estimé comme une faiblesse le fait d'avoir un humain derrière le projet. Comme il n'y a pas de responsable identifié derrière le programme, Bitcoin est un peu moins vulnérable. Il n'y a personne qu'on peut attaquer ou même condamner pour la création de Bitcoin. De plus, le Bitcoin est un projet communautaire. Les idéaux de Satoshi reposaient sur le constat simple de redonner du pouvoir au peuple face aux institutions financières grâce à la technologie. Se retirer du projet permettra donc aux développeurs de prendre le relais et d'améliorer l'œuvre originelle de Satoshi Nakamoto. En 2011, l'un des développeurs du projet, Gavin Anderson, accepte une invitation de la CIA pour parler du Bitcoin. Il prévient Satoshi par email qui lui répond « J'aimerais que vous ne continuiez pas à parler de moi comme d'un mystérieux personnage sombre, peut-être plutôt parler du projet open source et accorder plus de crédit à vos contributeurs de développement. » Satoshi Nakamoto disparaît alors dans la nature, ce qui ne manquera pas d'alimenter les spéculations sur sa véritable identité. Lors de sa disparition, le Bitcoin est donc encore un projet mystérieux, mais qui commence à se faire connaître. Durant le mois de février 2011, le prix d'un Bitcoin atteint la parité avec le dollar, un véritable symbole de réussite. Malheureusement, l'histoire de Bitcoin n'est pas toute blanche. Le projet va être entaché et utilisé comme un outil pour contourner le système bancaire traditionnel. Bitcoin va être employé par ceux qui ont le plus besoin de rester dans l'ombre. Un site en particulier va utiliser uniquement le Bitcoin comme moyen d'échange. Ce site, c'est Silk Road. Cela ne vous parle probablement pas, mais Silk Road était un site hébergé sur le Darknet qui vendait des produits illégaux comme de la drogue ou même des armes. Voyez ça comme un Amazon, mais pour des produits illégaux. Vous faites vos courses en ligne, mais plutôt que de payer avec une carte de crédit, vous payez avec des bitcoins. Et la différence est énorme. Si l'on paye avec une carte de crédit, l'État peut aller voir les banques avec un mandat judiciaire pour retracer notre parcours financier. Si l'on paye avec des bitcoins, les transactions sont visibles dans un registre public par tous, mais il s'agit d'une transaction entre deux pseudonymes, et le lien entre pseudonyme et identité réelle est souvent très difficile à trouver. Malgré cette tâche dans son parcours, le Bitcoin va connaître un succès grandissant dans les années suivantes. Fin 2011, une nouvelle crypto-monnaie fait même son apparition, le Litecoin, qui est un fork de Bitcoin. Simplement, c'est une crypto-monnaie qui prend en grande partie le code source de Bitcoin, mais qui modifie certaines caractéristiques. Litecoin ouvrira la porte à de nombreuses autres crypto-monnaies dans les années suivantes. Le Bitcoin n'est plus la seule crypto-monnaie et tout un écosystème commence alors à se développer. En 2012, l'entreprise Coinbase est créée, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies aujourd'hui. D'autres plateformes connues émergeront dans les années d'après. Elles auront un rôle crucial dans la popularisation et l'accessibilité des crypto-monnaies. Désormais, plus besoin d'être un expert pour échanger des crypto-monnaies. Tous ces développements font que Bitcoin est de plus en plus utilisé, pas seulement par les particuliers, mais aussi par les entreprises. WordPress, une entreprise mondialement connue, est l'une des premières à accepter les bitcoins pour ses services payants. De nombreuses entreprises suivront le pas dans les années suivantes, comme le géant Baidu, l'équivalent chinois de Google, ou encore Microsoft. Ils reviendront plus tard sur cette décision pour des raisons différentes. En Chine, le Bitcoin est rapidement banni pour des raisons de contrôle du système financier. Aux États-Unis, le Bitcoin est toléré, mais les entreprises sont réticentes à l'adopter en raison de la forte fluctuation des prix comparée aux monnaies traditionnelles. Malgré ces déboires, le Bitcoin commence à être de plus en plus reconnu, mais le chemin est encore long pour une acceptation mondiale. En 2013, l'histoire devient encore plus intéressante. À Chypre, il y a une importante crise financière qui touche le pays. Le plan financier de sauvetage prévoit la fermeture temporaire des banques et on évoque une taxe sur les dépôts. En clair, si les habitants gardent leur argent à la banque,
le gouvernement va peut-être leur en prendre une partie. En réponse à cette menace, un distributeur à Bitcoin est installé sur l'île, permettant aux habitants de convertir leurs économies qui sont en euros en Bitcoin pour échapper à la taxe sur les dépôts. Chypre devient alors le premier pays au monde à accueillir un distributeur et attire l'attention sur Bitcoin en tant qu'alternative au système financier traditionnel. Le prix du Bitcoin s'envole considérablement en l'espace d'un mois pour atteindre les 200 $. À l'horizon de la fin d'année 2013, il atteint même les 1000 $ pour la première fois. En 2014, le contexte est beaucoup plus morose, puisque le Bitcoin est en crise. Mt. Gox, l'une des plus grandes plateformes d'échange de Bitcoin à ce moment, déclare être en faillite après la perte d'environ 750 000 Bitcoins en raison d'un piratage. Cette perte fait trembler la crypto-monnaie, dont le prix chutera d'environ 1000 $ à un peu plus de 100 $ en l'espace de 3 semaines. Malgré son instabilité, le succès de Bitcoin attire l'attention du fisc américain. Les États-Unis déclarent que le Bitcoin ne doit pas être considéré comme une monnaie, mais comme un bien. Résultat, toutes les transactions en Bitcoin sont soumises à l'impôt sur les plus-values, une mesure qui sera suivie quelques années plus tard en France. Cela n'empêchera pas le Bitcoin de se populariser et d'être utilisé par un nombre croissant de marchands. En 2015, on estime que le nombre de marchands dans le monde qui utilisent le Bitcoin comme moyen d'échange était d'environ 140 000, alors que ce nombre était d'environ 1000 en 2012. Un succès fulgurant. En 2016, nous avons pu observer un nouvel exemple de contournement des pouvoirs institutionnels avec la technologie de Bitcoin. En Argentine, le gouvernement argentin empêche les sociétés de cartes de crédit d'effectuer des transactions avec Uber. En réponse, Uber accepte les Bitcoins comme moyen de paiement, une solution qui a fait ses preuves. À la fin de l'année 2017, le prix du Bitcoin atteint des niveaux records, fortement relayés par les réseaux sociaux et les médias traditionnels, ce qui provoque une énorme activité spéculative. Les fluctuations sont importantes et le prix du Bitcoin vient flirter avec les 20 000 $ alors que son prix était d'environ 1000 $ au début de l'année. Avec l'ascension fulgurante du Bitcoin, certains des premiers investisseurs ont amassé des fortunes en un temps record, partageant leur récit de réussite sur les réseaux sociaux ou encore les médias traditionnels. Cette vague de témoignages attise l'envie de nombreux autres investisseurs désireux de profiter de l'opportunité qu'ils avaient manquée. Ils décident alors de placer leur argent sur les crypto-monnaies, motivés par l'idée que si d'autres ont prospéré grâce à cette méthode, il n'y avait aucune raison pour qu'ils n'y parviennent pas également. Ce phénomène mérite d'être expliqué car il repose essentiellement sur le syndrome FOMO. Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out, littéralement la peur de rater quelque chose en français. En finance, ça se traduit par une peur irrationnelle de la part d'un investisseur de passer à côté d'une opportunité unique. Ce type de raisonnement est intriguant puisqu'il néglige totalement la nécessité de comprendre le Bitcoin. Les nouveaux investisseurs placent leur argent principalement par espoir de gains rapides plutôt qu'être convaincus par une compréhension profonde du fonctionnement de Bitcoin. Le monde est alors à l'euphorie et à l'optimisme et le Bitcoin semble marcher inexorablement vers le succès. De nombreuses personnes, en particulier les jeunes, ressentent le besoin de participer à la frénésie autour des crypto-monnaies. L'effervescence de la bulle spéculative est palpable sur les réseaux sociaux et dans d'autres médias, annonçant l'aube d'une nouvelle ère financière dans laquelle le Bitcoin remplacerait toutes les structures monétaires existantes. Si vous avez vu ma vidéo sur l'histoire de la bourse, vous vous doutez alors du dénouement. Après tout succès excessif, il y a toujours une période sombre qui s'ensuit. Et le Bitcoin ne fait pas exception à la règle. En 6 jours, entre le pic de la bulle spéculative le 16 décembre et le 22 décembre 2017, le prix du Bitcoin baisse d'un tiers. L'euphorie est émoussée, bien que de nombreux adeptes continuent d'affirmer qu'il s'agit d'une simple baisse et que les arguments en faveur de Bitcoin sont toujours solides et n'ont pas changé. Les détracteurs voient quant à eux dans ces baisses le signe que le Bitcoin est une fraude et que le château de cartes que constituent les crypto-monnaies commence à s'écrouler. Les nouveaux arrivants, qui encaissent de lourdes pertes financières, se sentent alors trahis par les baisses soudaines. En 2018, la situation s'aggrave. La principale plateforme d'échange de crypto-monnaies Binance déclare que des transactions frauduleuses ont été observées, ce qui sème de nouveaux doutes quant à la robustesse de l'écosystème des crypto-monnaies. Le prix de Bitcoin continue de s'effondrer et baisse régulièrement jusqu'à atteindre une sorte de plancher autour des 3500 $ au début de l'année 2019. Avec une chute aussi spectaculaire des prix après une ascension aussi rapide, le grand crack du Bitcoin a laissé une marque indélébile sur les crypto-monnaies, la marque de la spéculation. Les crypto-monnaies sont alors dépeintes comme des instruments fantaisistes, sans réelle utilisation, qui servent uniquement à spéculer. De grandes sociétés comme Facebook, Twitter ou encore Google décident alors d'interdire les publicités qui font la promotion de nouvelles crypto-monnaies, certaines étant fallacieuses, voire même des escroqueries. Quand la bulle spéculative a éclaté et qu'elle a engendré de grandes pertes, cela a suscité de nombreuses protestations. Ces protestations ont attiré l'attention des régulateurs du monde entier
qui commencent à prendre conscience de la puissance du Bitcoin en tant que monnaie alternative. Les crypto-monnaies commencent à être régulées de manière très différente dans les pays du monde entier. Certains pays se sont toujours montrés ouvertement hostiles au développement de Bitcoin. La Chine, par exemple, a toujours été contre les crypto-monnaies. Dès 2013, elle a progressivement renforcé ses mesures contre les activités liées aux crypto-monnaies. D'autres pays ont adopté une approche plus mesurée et orientée vers l'innovation. Aux États-Unis, les gendarmes de la bourse traditionnelle ont commencé à réglementer les crypto-monnaies. Enfin, d'autres pays allèrent même plus loin en adoptant totalement le Bitcoin. C'est le cas du Salvador, qui devient en 2021 le premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale, marquant un tournant majeur dans l'histoire du Bitcoin. Les crypto-monnaies commencent donc à être progressivement régulées, et cela va attirer l'attention de grands investisseurs de l'industrie financière, les investisseurs institutionnels. Un investisseur institutionnel, c'est un organisme qui effectue des placements pour le compte d'autrui. Pour faire simple, ce sont les gros poissons de l'industrie financière, qui peuvent investir des milliards, des dizaines de milliards, voire même des centaines de milliards sur les marchés financiers. Au départ, ces investisseurs étaient très critiques envers les crypto-monnaies, et ces représentants qualifiaient même le Bitcoin d'escroquerie ou de fraude. Mais par la suite, ils ont commencé à s'y intéresser pour entrer sur le marché des crypto-monnaies. Cette grande nouvelle était mitigée pour le secteur des crypto-monnaies. D'une part, l'arrivée de grands investisseurs allait permettre un afflux d'argent qui pourrait stabiliser un peu plus l'univers des crypto-monnaies. D'autre part, cela éloigne les idéaux anarchistes qui avaient favorisé l'émergence des crypto-monnaies. L'idée de la décentralisation et de redonner le pouvoir aux particuliers grâce à la technologie. Maintenant que de gros acteurs s'invitaient dans la partie, les crypto-monnaies allaient être déformées pour ressembler au système traditionnel. C'est un compromis délicat pour le Bitcoin et un sujet qui continue d'être débattu aujourd'hui. En 2020 se produit un tournant décisif, la pandémie de Covid-19 qui a été un catalyseur pour les crypto-monnaies. Avec les différents confinements, il n'était pas possible de se déplacer normalement. De nombreuses personnes, avec le temps disponible et une immobilité forcée, se sont alors renseignées sur la blockchain et le Bitcoin. Au niveau des gouvernements, l'arrêt complet des économies liées au confinement provoque une crise financière sans précédent. Les marchés financiers dévissent à une vitesse incroyablement rapide. Face à la catastrophe à venir, les gouvernements du monde entier, notamment dans les pays développés, sortent la planche à billets. Beaucoup de pays s'endettent alors pour apporter d'énormes aides financières à leurs citoyens du jamais vu. Certaines personnes n'avaient pas vraiment besoin de l'aide financière des gouvernements et ont alors directement investi ce surplus d'argent disponible dans l'immobilier, les actions ou même les crypto-monnaies. Cet afflux énorme d'argent a fait exploser à la hausse tous les marchés financiers, dopés artificiellement par les aides des gouvernements. Le Bitcoin est ainsi passé d'environ 7 000 $ au début de l'année 2020 à près de 46 000 $ à la fin de l'année 2021. Comme cet afflux d'argent était massif, il a aussi fait exploser la spéculation. Une nouvelle technologie, les NFT pour Non-Fungible Token en anglais, ont été largement popularisés comme étant de nouveaux objets numériques. Certains de ces objets ont été vendus à des prix exorbitants pendant les années de la pandémie, comme le NFT The Merge, au prix de 91,8 millions de dollars en décembre 2021. Malgré cette frénésie spéculative, un nombre croissant d'investisseurs plus raisonnés ont commencé à voir le Bitcoin comme un diversifiant dans leur portefeuille d'investissement. On n'investit pas uniquement dans le Bitcoin, mais on attribue une portion de ces investissements aux crypto-monnaies. Une recommandation que prône de plus en plus le monde de la finance traditionnelle. Ainsi, la finance traditionnelle se rapproche de plus en plus de l'univers des crypto-monnaies. Avec cette arrivée massive, les régulateurs scrutent de plus près l'évolution de l'écosystème des crypto-monnaies qui sont à l'origine de nombreux troubles gouvernementaux. Les autorités judiciaires, notamment aux États-Unis, ont mis en place des efforts monumentaux pour traquer les hackers qui choisissent d'utiliser les crypto-monnaies comme instrument de paiement. Le site Silk Road, par exemple, qui exerçait des activités illégales et qui utilisait uniquement le Bitcoin comme moyen d'échange, a été créé 3 fois, et 3 fois les dirigeants ont été retrouvés par le FBI. Le site internet, qui était hébergé sur le Darknet, est définitivement fermé depuis 2017. Un autre cas intéressant à analyser est celui de Colonial Pipeline. Le 7 mai 2021, le Colonial Pipeline, un système d'oléoduc américain qui provient de Houston au Texas et qui transporte du mazout principalement vers le sud-est des États-Unis, a subi une cyberattaque. Cette attaque interrompt immédiatement toutes les opérations informatiques et la réaction est immédiate. Le président des États-Unis, Joe Biden, déclare l'état d'urgence et les premières pénuries commencent à se faire sentir. Le 19 mai, la société se résigne à payer 75 bitcoins de rançon, environ 4,4 millions de dollars, pour que les hackers rétablissent son activité. Au moment du paiement, les enquêteurs du FBI ont pu suivre les transactions bitcoin utilisées pour payer la rançon et même saisir 63,7 des bitcoins volés. La méthode pour récupérer ces bitcoins n'a pas été entièrement divulguée, ce qui implique que le FBI aurait des techniques d'investigation avancées pour pouvoir agir
même dans l'univers des crypto-monnaies. Ces événements nous font comprendre que l'anonymat n'est désormais plus certain. Bien que les crypto-monnaies soient difficiles à tracer, elles ne sont pas impossibles à suivre. Les autorités envisagent même de renforcer certaines mesures. Le groupe d'action financière Gafi, un organisme intergouvernemental, a suggéré l'idée d'une règle de voyage exigeant la traçabilité de la propriété des crypto-monnaies dans les systèmes bancaires traditionnels lors des mouvements transfrontaliers. L'idée est simple, c'est de pouvoir tracer toutes les transactions, même celles en crypto-monnaie, pour lutter contre le blanchiment d'argent. Mais certaines entités, comme les États et en particulier les États totalitaires, veulent même aller plus loin et même créer leur propre crypto-monnaie pour améliorer leur contrôle sur la vie privée des gens et sur l'économie. En 2013, la Chine avait banni le Bitcoin, mais son fonctionnement l'a intrigué. Bitcoin est un outil qui permet de tracer toutes les transactions dans un registre public visible par tous. Les transactions sont supposées anonymes, car ce sont uniquement des pseudonymes qui apparaissent sur chaque transaction. Mais si l'on remplace les pseudonymes par des identités réelles, on obtient alors un formidable outil de surveillance de masse. Dès 2014, la Banque centrale de Chine a alors commencé à travailler sur un projet de monnaie numérique de banque centrale, également appelé yuan numérique. Depuis 2021, cette monnaie numérique est déployée dans le cadre d'un programme pilote qui est mis en place dans quelques villes seulement. En Occident, nous avons d'un côté Facebook, WhatsApp, Uber, Amazon ou encore PayPal, qui sont des entreprises distinctes. Le modèle chinois, c'est d'avoir tout mis ensemble dans une seule application, WeChat. Cela permet à la Chine de beaucoup mieux tracer tous les agissements de ses citoyens et de pouvoir convertir les comportements observés sur ces applications en un score social. En se munissant d'une nouvelle monnaie qui permet de tracer toutes les transactions, la Chine a donc une nouvelle arme pour surveiller ses citoyens. D'autres pays, qui ne sont pas aussi totalitaires que la Chine, veulent également suivre le pas. L'Union européenne, le Japon, l'Inde, l'Australie ou même le Brésil ont déjà lancé des programmes pilotes de monnaie centrale numérique. Bien que ces nouvelles monnaies ne soient pour l'instant que des pilotes, cela prouve que les autorités envisagent l'éradication de l'argent liquide. La fin de l'argent liquide, ce serait le début de la possibilité de surveiller et de contrôler tous les paiements financiers d'un point à l'autre. Un rêve pour les États qui est en train de passer au stade de la réalité. Une méthode de paiement qui prend de l'importance en Europe et qui est depuis longtemps importante en Asie, et surtout en Chine, est via le téléphone portable. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes utilisent leur téléphone pour payer. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur au détriment de l'argent liquide. Mes amis, il est temps pour moi de vous faire un résumé. Le Bitcoin a été créé en 2008 par Satoshi Nakamoto, un pseudonyme dont on ne connaît toujours pas l'identité réelle. À l'origine, une création anarchique qui se veut une alternative au système financier traditionnel, le Bitcoin a été utilisé dans ses débuts pour contourner le système, parfois même pour des activités illicites. Peu à peu démocratisé au grand public, puis utilisé sous des formes dérivées via d'autres crypto-monnaies, il a vu sa popularité gonfler au cours des années, malgré une forte fluctuation de son prix. Son succès a attiré l'attention de tous et a même provoqué une intense spéculation quand les réseaux sociaux et les médias traditionnels se sont emparés du sujet. Les dégâts de la bulle spéculative attirèrent les régulateurs du monde traditionnel qui commencèrent à encadrer l'écosystème des crypto-monnaies. Une fois les premières bases réglementaires posées, les investisseurs institutionnels commencèrent à rejoindre la partie. Depuis, la finance traditionnelle s'immisce peu à peu dans l'univers des crypto-monnaies, qui devient finalement une partie du système. Le Bitcoin est même dérivé par les États et les banques centrales, qui voient en cet outil un moyen pour avoir plus de contrôle sur la traçabilité des transactions, et donc plus de contrôle sur les citoyens et l'économie. L'invention de Satoshi Nakamoto s'éloigne peu à peu de ses idéaux originels. Que le Bitcoin soit anéanti par une action réglementaire ou qu'il atteigne l'importance que ses partisans estiment qu'il mérite, c'est maintenant à l'histoire de le décider. Je vous remercie de m'avoir écouté, et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. C'était le Loup des Ardennes, et je vous dis à très bientôt.